pouvoir commencer. Vous êtes nombreux à être là. Merci beaucoup. Je suis Natacha Le Fauconnier et je vais donc animer cette table ronde consacrée au métier de la fabrication. Pour parler ce matin devant vous, nous avons 3 intervenants. Je vais leur demander de se présenter chacun à leur tour. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, alors moi je suis Alix Villaert et je suis chef de fabrication aux éditions Albin Michel et je m'occupe plus particulièrement de la jeunesse et du beau livre, donc vraiment du livre illustré, du livre couleur. Bonjour, moi je suis Claire Koskas, je suis la directrice de fabrication Ségère. À ce titre, donc, je gère les marques de Nathan et Jeunesse et Scolaire, Bordas, Clé, Retz qui font du primaire et le Robert. Voilà. Bonjour, oui non parce qu'on va pas commencer comme ça. Bonjour, Pascal Lenoir, donc je suis directeur de la production des éditions Gallimard, donc qui couvre de la littérature, du poche, du livre d'art, de jeunesse et ainsi de suite. Et je suis président de la commission environnement et fabrication au SNE. Alors, pour commencer, avant d'entrer précisément dans le métier de fabricant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les tendances de la production du livre imprimé en France ? Et est-ce que vous pouvez nous dire si tous les livres imprimés ont aussi une version numérique ? Alors, sur les tendances, là je me prononcerai pas trop, c'est pas ma grande spécialité. Est-ce que tous les livres ont une version numérique ? Alors, sur beaucoup de segments, notamment la littérature et tout ce qui est illustré, nous avons quand même une obligation de fournir un livre numérique à la date de sortie de la nouveauté. Donc, normalement, oui. Sur ce qui existait avant cette obligation, il y a eu du rattrapage, mais il en reste probablement quelques-uns qui ne sont pas encore actuellement numériques. Sur le livre scolaire, on ne peut pas parler d'obligation. En revanche, il y a des vraies demandes, un vrai besoin. Donc, oui, la quasi-totalité des livres scolaires sont et vont être en numérique à partir de cette année. Fabriquer des livres, ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre métier est moderne ? En quoi s'est-il modernisé ? Alors, je dirais que si vous opposez moderne à ancien, finalement, il y a des choses qui n'ont pas tant changé que ça, parce qu'on fabrique encore les livres de façon très organique, toujours avec les techniques de l'offset, comme à l'époque de Gutenberg en 1450, si je ne m'abuse. Et voilà, on utilise encore du papier, des encres, et bien entendu, les livres sont vivants, c'est-à-dire qu'ils réagissent à l'hygrothermie. Donc tout cet aspect-là n'a pas tellement changé. Par contre, ce qui a beaucoup évolué, c'est le pré-presse. Donc on est beaucoup plus effectivement dans du numérique. Et même les auteurs se sont appropriés ces techniques-là pour la partie création. Je dis ça parce que nous, on fait quand même beaucoup de livres de création. Qu'est-ce que vous pouvez développer le terme de pré-presse ? Qu'est-ce que ça représente exactement ? Le pré-presse, ça englobe tout ce qui est le traitement du fichier, voire même la numérisation des originaux au départ, puisque nous, on travaille encore beaucoup avec des illustrateurs qui fournissent des peintures, des dessins qu'on scanne nous-mêmes. Pour citer par exemple Nicolas de Crécy, avec qui on a fait un roman illustré récemment. J'ai eu tous ces originaux entre les mains. C'est Amour d'un fantôme en temps de guerre. Un très chouette livre. Voilà, merci. Et voilà, et c'était très impressionnant pour moi parce qu'en plus ces originaux sont cotés. Donc du coup, j'ai jamais eu une assurance à ce prix-là. Donc voilà, donc on fait tout ce traitement-là. Et bien entendu, on adapte nos fichiers en fonction du support sur lequel on imprime. Donc selon les types de papier, puisqu'on va en venir certainement à parler des normes, on ne va pas mettre les mêmes normes, les mêmes profils, parce que bien entendu, il faut qu'on puisse une fois arrivé en machine, avoir des épreuves couleurs qui simulent ce qu'on va obtenir pour que l'imprimeur ait quelque chose sur quoi se caler. Alors moi j'ajouterais qu'il est très moderne aujourd'hui parce qu'il fait appel à un grand savoir-faire, comme les artisans, excusez-moi. Donc effectivement, on s'inscrit complètement dans nos métiers, dans la grande tendance actuelle du savoir-faire, de revenir à quelque chose vraiment de très cohérent qui ne se laisse pas dépasser par la technologie.
Et en même temps, nous avons l'obligation de penser bimédia dès le départ du projet, c'est-à-dire on sait tout de suite que le projet qu'on nous apporte à fabriquer, il va y avoir deux formes, une numérique et une print. Ce qui implique dans ce qu'on appelle le pré-presse, c'est-à-dire la façon de monter les maquettes, de les prévoir, de tout de suite imaginer comment on va transformer tout ça pour pouvoir avoir un produit numérique en même temps que la version qui sera imprimée. Alors en ce qui nous concerne, quand il s'agit du noir, donc de la littérature et des sciences humaines, oui, on va prévoir directement un EPUB qui va être du coup mis en ligne. Mais pour ce qui est de la couleur, enfin comme vous le savez sans doute, pour tout ce qui est jeunesse et beaux livres aussi, entreprendre, se lancer dans l'aventure numérique, c'est vraiment une réflexion parce que ça sert à rien de partir du livre papier tel qu'il est. Il faut tout repenser, donc c'est vraiment un gros budget et on a fait 2 très beaux livres numériques, un en jeunesse qui s'appelle L'herbier des fées de Benjamin Lacombe, où on a rajouté des petites vidéos et puis bien entendu des petites fées qui voletaient. Voilà, bon, c'était vraiment un livre numérique enrichi, pas une application. Ça nous tenait à cœur de rester quand même dans le domaine du livre. On a fait aussi un très beau livre qui s'appelle Mon musée imaginaire de Paul Veyne et qui est le premier livre d'art en fait à être numérique. Mais voilà, c'est des projets ambitieux comme ça, on ne peut pas les envisager trop souvent. Alors comment, en tant que fabricant, vous vous êtes adapté justement à tout cela? Est-ce que vous avez fait des formations ou est-ce qu'il a fallu réaliser des investissements dans des outils technologiques, voilà, ne serait-ce que pour recréer ces projets particuliers? Alors, enfin, après, c'est une opinion tirée de mon expérience. Hein. Je pense que quand on va dire l'aspect numérique est arrivé, on s'y est penché ou pas. Il faut imaginer quand même qu'on travaillait, il n'y avait pas forcément d'ordinateur dans les bureaux et c'était il n'y a pas très très longtemps finalement, c'était il y a une vingtaine d'années. Les fabricants étaient déjà habitués à connaître et à maîtriser sans pratiquer, bien entendu, et avec une certaine limite, les différents métiers de l'édition. Parce que la fabrication est une plaque tournante, d'une certaine manière, comme le métier d'éditeur. Et pour bien travailler avec un éditeur, on doit comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, quel est son objectif. Donc quand le numérique est arrivé, on a commencé à s'intéresser au numérique. Donc oui, il y a eu des formations plus ou moins heureuses, parfois, il faut le dire. Et puis des fabricants qui se sont plus spécialisés sur on va dire les aspects numériques, les différents langages et tout par appétence. D'autres fabricants moins, mais la connaissance a pu circuler comme ça dans certains services. On a aussi recruté des gens qui n'étaient a priori pas fabricants au départ, à qui on a appris le métier de fabricant, mais qui avaient des compétences numériques et de pré-presse tout à fait certaines. Donc on a fait une espèce de mélange de formation, de nouvelles arrivées. Donc on a intégré et on s'est adapté. Enfin, sachant que l'adaptation est le cœur même du métier de fabricant. Alors nous avons encore une fois de la concurrence sonore, on va essayer de rester audible. Je vois qu'il y a des jeunes, des élèves dans la salle. Je me disais peut-être on pourrait repartir de qu'est-ce que vous faites en tant que fabricant, à partir de quel moment vous intervenez dans la chaîne de réalisation d'un ouvrage. Peut-être sur le fabricant, dire qu'il y a quand même des écoles qui forment des fabricants. Vous avez donc Estienne, Gobelin, Las Forêt et d'autres écoles qui forment des fabricants. Le métier de fabricant est un métier intégrateur et qui doit être à l'observation de l'ensemble des technologies qui sont à notre disposition. L'édition n'a pas les moyens de sa R&D et donc on est obligé d'aller chercher des choses un peu partout. Donc le métier de fabricant est un métier de personnes curieuses et qui est capable d'intégrer dans ses processus de fabrication et de création, parce qu'on participe aussi à la création, d'intégrer des technologies nouvelles. Et c'est pas nouveau, notre métier, donc on parlait tout à l'heure de Gutenberg. Depuis toujours, nos métiers du livre se sont réinventés au fur et à mesure des évolutions technologiques. Et aujourd'hui, on a du numérique. On parle du numérique en tant que contenus digitaux,
Mais on a le numérique aussi en termes d'impression numérique, c'est-à-dire capacité à pouvoir personnaliser, à pouvoir faire des tout petits tirages. Et tout ça, ce sont des nouvelles technologies qu'on est amené à intégrer. Donc oui, il faut des profils nombreux et différents dans les services de fabrication, parce que on n'est pas tous à même de comprendre tel techno ou d'être en aptitude à être en contact avec différentes personnes. Parce que le fabricant, comme tu le disais, c'est une plaque tournante, mais c'est le réceptacle en fait de tous les besoins de la maison, en termes de création, en termes de production, mais aussi en termes d'achat. En général, c'est là où sont faites les dépenses les plus importantes. Et en termes de fluidité de production, c'est-à-dire qu'un livre, si vous voulez qu'un livre soit en temps, en heure, dans la qualité voulue en librairie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne l'ensemble de la production, de l'arrivée du manuscrit jusqu'à l'arrivée du livre en librairie. Et c'est le rôle du fabricant. Donc il doit être capable d'être multifacette, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même quand il parle à un auteur ou un illustrateur, quand il parle à un imprimeur français ou un imprimeur chinois ou polonais, à un papetier ou à une ONG, parfois il nous arrive d'en rencontrer, à un transporteur, à un coursier, et tout ça fait que le fabricant doit être adaptable et être au service d'une œuvre pour un lecteur. Vous êtes en relation avec les auteurs et les autrices directement également? Bien sûr. Ah oui, pour ma part, Ils ont bien leur mot à sûr, dire, parce que, comme le dit Pascal, effectivement, c'est très important pour moi même d'être très en amont, parce que les contraintes, si on a des contraintes, il vaut mieux que les auteurs et la DA et les éditeurs même les intègrent dès... Est-ce que vous pouvez dire DA, ce que c'est? Direction artistique, les intègrent dès le départ. Parce qu'une contrainte peut être très stimulante, moi je trouve, pour la création, mais il faut, dès le départ, pouvoir l'intégrer et pouvoir en tenir compte. Est-ce que justement, vous pouvez dire quelles sont ces normes, ces contraintes? Est-ce qu'il y a des normes, des délais, j'imagine aussi Ça c'est sûr. Par exemple, vous n'allez pas passer le même temps à fabriquer un album qu'un livre pop-up, par exemple. Si on fait un livre à système, un livre animé, on va avoir besoin de beaucoup plus de temps et surtout, les droits étrangers vont devoir le présenter aux foires. Donc les foires pour la jeunesse, c'est surtout Bologne, mais il y a aussi Francfort quand même. Et donc pour ce faire, il faut présenter du matériel, il faut leur donner du matériel. Donc tout ça se fait très en amont. Un livre pop-up, il faut, je ne sais pas, parfois 1 an, parfois 2 ans pour réussir à le faire. Et la contrainte de la coédition, c'est aussi quand même une contrainte graphique, parce que vous devez rester avec un texte sur une couche isolée, le plus souvent du noir. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Même au moment de la maquette, il faut vraiment en tenir compte. Le fabricant doit interpréter un souhait. Donc il est évident qu'il faut qu'il soit au plus proche de l'idée pour pouvoir le traduire techniquement. Derrière, un auteur ne sait pas forcément, ou un illustrateur, quel sera le bon papier, la bonne technologie, le bon format, et ainsi de suite. Donc le fabricant, c'est là un petit peu son rôle charnière, c'est de comprendre les souhaits d'un éditeur, d'un créatif, d'un auteur, d'un illustrateur, de les traduire techniquement vers une chaîne qui, elle, est industrielle et qui ne comprend pas souvent les problématiques de l'auteur. Et donc nous, on est en permanence dans ce lien où on doit intuitivement comprendre des choses qui ne sont pas forcément exprimées par un auteur ou un illustrateur et les traduire techniquement sur des... quand on va vous parler CMJN, vous allez me dire, oh, encore un acronyme, oui, cyan, magenta, jaune, noir. Donc on est obligé de traduire ça dans des standards, des couleurs, des techniques. Et derrière, ça va être de nouveau rendu sensible par le lecteur qui, lui, va avoir des ressentis. Donc par le toucher du papier, par l'émerveillement devant un mécanisme sur des pop-up, sur un texte où il va être plongé pendant des heures dans une lecture qu'il va aimer. Et tout ça, c'est le fabricant qui participe. Il n'est pas l'élément clé, il est l'élément qui participe et qui coordonne tout ça. En fait, comme le marché est quand même très concurrentiel, il y a énormément de livres qui sortent chaque année, vous devez un petit peu, en quelque sorte, négocier à la fois avec peut-être les éditeurs, les éditrices, avec la direction artistique, de manière à pouvoir réaliser ce que vous auriez envie de réaliser en tant que fabricant et ce qu'il faut respecter en termes de coût et de prix du livre. Alors, moi, j'ajouterais à ce qu'a dit Pascal que le fabricant est une personne de très grande conviction, très tenace,
et un très grand expert de son métier. Donc c'est quelqu'un aussi de très technique. Et donc on discute avec un imprimeur, on négocie pas trop, hein, on est plutôt, on convainc, on est là pour convaincre les éditeurs parce que effectivement il y a une interprétation du projet. Vous imaginez bien que la reproduction d'une toile qui est faite de peinture à base de pigments, quand on la traduit en impression avec de l'encre posée sur du papier, on n'aura pas le même rendu. Donc là, on sait à peu près ce qu'on peut faire. Quand l'éditeur dit « je voudrais un pop-up qui marche tout seul, avec 2 têtes, 4 bras », on est un petit peu obligé quand même de rentrer dans des façons de faire simples. Donc on a des relations, je pense, qui sont très franches, très claires et qui sont extrêmement fondées sur la confiance. Je pense qu'un éditeur qui a confiance dans son fabricant et un fabricant qui a confiance dans son éditeur, là, vous avez des projets superbes qui sortent. Et en ce qui me concerne, c'est là où je rejoins aussi totalement ce que disait Pascal, c'est que la curiosité chez le fabricant et la veille technologique, se tenir au courant quand même des évolutions du matériel qui est mis à votre disposition, justement, les jeunes, là, hein, pour savoir justement ce que Pascal appelle les souhaits. Moi, j'appelle ça l'intention artistique, comme j'ai cette chance de pouvoir fabriquer pas mal de livres d'artistes, mais que, en effet, on doit faire dans des conditions semi-industrielles. Toutes ces techniques, plus vous les connaissez, plus vous les maîtrisez et plus vous pouvez les proposer, ou vous pouvez inventer finalement, avec, pas tout seul, hein, parce que c'est un métier très collégial, avec les éditeurs, avec l'auteur éventuellement main dans la main. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant aussi qui sont très complets, qui ont fait des écoles d'art, comme l'école d'art de Strasbourg. Nous, on a un bon vivier de ce côté-là, et qui sont à la fois des concepteurs, des créateurs, mais aussi des graphistes. Et voilà, il faut les accompagner. Et ne pensez pas que vous apprenez tout à l'école. Hein. Je dis ça parce que moi-même, j'enseigne à des licences à l'école Estienne sur le livre complexe. Parce que vous apprenez en faisant. Moi, j'y crois vraiment parce que je n'ai pas fait d'études. Moi, en ce qui me concerne, j'ai tout appris sur le tas. Mais voilà, si vous êtes un petit peu, vigilant, et si vous êtes patient aussi, on peut y arriver. Vous avez... Alors, en termes de négociation, il y a quand même des négociations importantes à faire, puisque c'est un pôle d'achat très important. Donc, il est clair qu'un fabricant doit connaître les marchés en termes d'impression, de papier, de pré-presse, de transport, des problématiques de sécurité. On parlait des livres jouets, il faut connaître les problématiques de sécurité. Et tout ça dans des monnaies différentes, puisqu'on peut avoir des monnaies... on a l'euro aujourd'hui, on est content, mais dans le temps, on n'avait pas ça. Hein, on avait la lire italienne, le Deutschmark, le dollar, etc. Aujourd'hui, on a encore ces problématiques de monnaie quand on va dans des pays hors de l'UE. Donc il y a des territoires qui sont plus ou moins équipés sur telle typologie de matériel ou de savoir-faire. Donc oui, il y a des négociations à mener, il y a des enjeux importants en termes d'achat et de coûts, et il y a des accompagnements à faire. On est malheureusement dans une filière graphique qui souffre beaucoup parce que les gens consomment moins de papier, et il y a des savoir-faire qui risquent de disparaître. Et nous, là, notre devoir en tant que fabricant, c'est de faire que ceci perdure, s'améliore, et que ces imprimeurs ou papetiers ou artisans, parce qu'on peut avoir affaire à des artisans. Moi, je fais la Pléiade, par exemple, c'est du cuir, hein, et c'est fait en France. Il faut conserver cela dans des conditions économiques stables, mais aussi sur une capacité de former des jeunes demain, pour que demain on ait encore ces métiers-là, ces compétences-là, et de pouvoir développer de nouvelles compétences dans ces mêmes usines, parce qu'on sait très bien qu'elles ne peuvent pas rester sur un seul savoir-faire, celui d'hier. Il faut qu'elles soient capacité d'intégrer les nouvelles technos, les nouveaux savoir-faire. Donc là, il y a un danger aujourd'hui sur certaines industries, sur certains savoir-faire qui pourraient peut-être disparaître si, dans nos maisons, on abandonnait certaines pratiques. Vous avez évoqué à plusieurs reprises ce qu'on appelle le livre objet, que ce soit un livre animé ou un livre pop-up. Quelles sont les difficultés particulières pour le fabricant ? C'est un peu ce sont un peu les livres qui demandent le plus de défis.
Vous avez parlé de normes de sécurité. Quelles sont-elles pour un livre ? Oui, voilà, ça fait partie justement des contraintes et aussi des budgets dont on se passerait bien. Mais quand votre livre est associé à un jouet, ce qui est le cas pour les livres animés parce que justement il propose une activité ludique. Du coup, vous dépendez de la directive des normes de sécurité du jouet, qui est très contraignante, et vous devez faire passer des tests qu'on appelle EN71, je sais, c'est barbare, 1, 2 et 3. Donc 1, c'est pour la partie mécanique, 2, c'est pour l'inflammabilité, et 3, c'est pour toute la toxicité, pour tester la toxicité. C'est la partie la plus chère. Mais un livre n'est-il pas forcément inflammable ? Ben, oui, mais bon, si vous mettez dessus des matières, on va dire, qui fondent ou quoi, ça peut être d'autant plus dangereux. Donc voilà, tout ça est quand même étudié de près. Ou qui dégagerait des fumées toxiques en brûlant. Enfin voilà, tout ça est quand même vraiment regardé de près. Donc justement, avec le SNE, on s'emploie à essayer de faire retirer le livre de la directive, qu'on ne dépende plus de la directive. Mais enfin, c'est pas tout à fait mission impossible, mais c'est néanmoins compliqué. Ça fait des années qu'on lutte pour cela. Et après, ben voilà, c'est juste une question. Il faut s'adresser au laboratoire, il faut faire passer les tests, il faut bien penser à mettre sur les livres le marquage CE qui dit que votre livre peut circuler librement sur le marché européen. Voilà, toutes ces contraintes-là sont quand même à prendre en compte. L'autre contrainte aussi, c'est qu'on est obligé de travailler en Chine. Parce que jusqu'ici, c'est exactement ce que disait Pascal, les savoir-faire se sont perdus. Ici, moi, je ne peux pas faire fabriquer en Europe un livre pop-up avec des systèmes. Parce que c'est quasiment exclusivement du montage manuel et que la main-d'œuvre ici étant chère, finalement, la plupart des imprimeurs façonniers et relieurs ont abandonné ces manœuvres-là. Oui, voilà, mais sauf qu'à ce jour, j'ai pas d'autre solution. Vous vouliez dire un mot aussi, je crois, de la coédition. Justement, ces projets-là, on met des clauses spécifiques dans nos contrats pour les auteurs parce que ces projets ambitieux-là, on ne peut pas les assumer seuls. Et du coup, on les propose à l'international. Et donc, en même temps que je fabrique notre propre édition, je fabrique aussi les éditions étrangères pour tous les clients étrangers. Ça nous permet d'amortir les coûts. Quelles sont les contraintes particulières du livre numérique ? Est-ce que c'est plus rapide, plus facile à réaliser qu'un livre imprimé ? Et en général, les lecteurs sont quand même nombreux à préférer le livre papier. Est-ce que vous, en tant que fabricant, vous préférez fabriquer un livre papier, un livre imprimé, plutôt qu'un livre numérique ? Alors, en tant que fabricant, on n'a pas de préférence. Ce sont tous vos bébés, vous les aimez tous ? C'est pas seulement ça. C'est qu'on travaille, on a une mission. C'est-à-dire et on le vit comme ça, je pense très très sincèrement. Donc, on transmet ce projet éditorial au public. Peu importe la forme, ça on l'a appris dans le temps. Alors, on ne travaille pas du tout de la même manière un livre papier uniquement, comme tu l'as dit, Alix, un livre bimédia, donc papier numérique, ou un numérique pur. En numérique, est-ce que la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait un e-book, un numérique enrichi aussi, ou est-ce qu'on fait carrément une appli ? Donc là, il faut déjà se positionner. Et bien entendu, à partir du moment où on fait du numérique, on est obligé de penser le pré-presse différemment et tout le circuit. Bien sûr qu'on ne passe pas par un imprimeur pour s'occuper du numérique, donc on multiplie les interlocuteurs, les savoir-faire, le vocabulaire, les connaissances. On doit structurer des textes ou restructurer des textes en fonction de ce qu'on a fait sur le papier ou de ce qu'on compte faire sur le papier et de ce qu'on compte pouvoir donner en numérique. Donc, on fait les deux. Alors, dans plusieurs maisons, quand même, on a des services d'édition éditoriale qui incluent des gens qui s'y connaissent énormément en ce qu'on peut appeler DTD, donc qui sert à structurer les données en les balisant, etc. etc. Et on s'occupe, nous, avec d'autres types de prestataires, donc de transformer ces flux.
Donc, je ne peux pas dire qu'il y ait de préférence ou pas. Nous, on est toujours très motivés par le résultat. Et nous sommes la cheville ouvrière, en fait, de ce résultat. Le fabricant est un intégrateur de technologie. Oui. Donc, peu importe d'où elle vient, c'est cette curiosité qui nous anime et qui nous fait progresser. Fort heureusement, nous, en ce qui nous concerne, on ne doit pas fabriquer le livre numérique. Du coup, on reste vraiment exclusivement papier. Notre responsabilité s'arrête à l'archivage. C'est très important quand même, et ça, c'est vraiment le rôle aussi du fabricant, d'archiver les derniers fichiers les plus à jour. Et voilà. Et donc, on archive les fichiers, et éventuellement, on les donne au prestataire qui va travailler sur le livre numérique. Et c'est plutôt l'éditeur qui suit le projet. Et vous devez intégrer aussi dans les livres numériques quelque chose qui fait qu'on ne puisse pas les copier, les diffuser Alors tout ça, c'est... Notamment dans l'édition scolaire. Alors dans l'édition scolaire, c'est un système assez différent du numérique, on va dire un peu illustré de FixLayout basique ou enrichi ou les applis. Dans le scolaire, on a des circuits très spécifiques et bien entendu que... il y a des verrouillages prévus, des accès par code et des choses comme ça qui sont prévus en fait en amont. Le numérique sur un certain type de livre se détermine vraiment avant même que les collections existent. Parce que là, c'est un très très gros développement, une grosse architecture à mettre en place, des circuits, des process. Et donc on pense à ce genre de choses dès le départ. Donc on va dire de la conception du texte, de sa structuration, de sa transformation, son enrichissement, jusqu'à la distribution sur les plateformes. Dans le numérique, on a quand même une contrainte, je pense que tout le monde connaît. On change souvent de matériel maintenant parce que les systèmes d'exploitation changent en permanence. Donc vous imaginez que quand on a un flux de livres assez phénoménal et très très lourd et que les plateformes changent de version, on espère bien qu'on a prévu quand même nous aussi d'arriver à le faire assez rapidement. Mais c'est une contrainte très forte, c'est une course contre la montre. Et là, effectivement, il faut du souffle. Un autre marqueur de la modernité de votre métier, ce sont les labels éco-responsables qui existent déjà depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont-ils, en fait, comment les distinguer Est-ce que la majorité des maisons d'édition maintenant sont éco-responsables ? Il y a deux problématiques. Il y a la problématique du papier. On a la chance, on a vraiment la chance, et il y a peu de métiers qui peuvent se targuer d'avoir une matière aussi éco-responsable. On a du papier qui provient de forêts durablement gérées. 93% des papiers utilisés par les éditeurs en France sont certifiés et ou recyclés. Donc on a une matière renouvelable et qui en plus, au final, est recyclable. 100% du pilon est recyclé. Donc il y a toute une partie de certification qui certifie la traçabilité de la fibre de cellulose, de la forêt et de sa gestion, jusqu'à la fabrication des livres. Donc c'est des certifications qu'on appelle PEFC, FSC, et d'autres labels sur la partie recyclée, ange bleu, etc., qui certifient que le papier est bien recyclé post-consumer. Donc ça, c'est la partie certification de notre matière première. Alors, on pourrait parler aussi des encres, mais c'est plus compliqué parce que là, on a des encres végétales. Bon, on est d'accord que la déforestation, c'est lié surtout à de l'agriculture. L'agriculture pour faire des huiles, etc. Et donc des huiles végétales. Donc bon, sur certaines machines, on peut utiliser des encres végétales que l'on utilise, sinon elles sont minérales ou à l'eau, ou autres. Ensuite, il y a les certifications des sites industriels. Donc là, vous avez des certifications type international ISO 14001. Et on pourrait décliner. Et vous avez des normes françaises qui sont très répandues en France, Imprime Vert, qui certifie que le site, sur un plan énergétique, sur un plan de gestion des déchets, etc., est éco-responsable. Après, on commence à arriver, et là, la réglementation, nous fait pousser les choses un peu plus loin sur des problématiques sociologiques et sociétales et éthiques.
Bon, là, on arrive. Donc tout ça est en route chez les éditeurs. Et bien évidemment, on les a mis en route avec nos fournisseurs depuis bien longtemps. Il faut savoir que FSC, ça date de 93. Si aujourd'hui, on est à des taux de certification de 93% dans l'édition, c'est bien parce que des forêts préalablement ont été certifiées. Même si aujourd'hui, la forêt certifiée ne représente que 10% de la forêt mondiale. Moi, j'ajouterais, sur le label éco-social, que je pense que tu es concerné aussi. Quand on fait des livres jeunesse en Chine, entre autres, en tant qu'éditeur, on se sent quand même vraiment, et depuis très longtemps, très concerné par les gens qui travaillent sur nos livres. Donc, il y a aussi le ICTI, qui est un certificat vraiment important qui garantit que les personnes travaillant pour les usines chinoises sont soumises à des règles qui sont vraiment les mêmes que les nôtres, mais dans des proportions évidemment qui ne sont pas celles de l'Europe. Il y a des normes pour Disney, les Américains qui insistent beaucoup aussi pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de visites qui sont faites dans ces usines. Et bien entendu on ne se permettrait pas nous-mêmes dans les fabrications de faire produire des livres par des gens qui dorment sous leur table de travail. Je pense que notre responsabilité, elle est là. L'éco-conception, au-delà même de la production, je pense qu'elle se joue aussi dans l'entreprise même, dans la société même. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler en cercle de proximité pour la composition, la gravure, l'impression, tant que faire se peut, parce que tu as complètement raison, il y a beaucoup de livres que nous n'arrivons plus à faire en France parce que les équipements ne sont plus là, ils n'existent plus, ou pas en capacité suffisante. Et ça se joue également dans les bureaux même, ça se joue dans le comportement des gens les uns avec les autres dans la société, dans les tris que nous pouvons déjà faire, dans les réutilisations, ça va jusqu'à la réutilisation de tasses plutôt que de gobelets aux machines à café. Enfin, je pense en tout cas chez Ségère, c'est complètement intégré maintenant et on est tous très très au fait de tout ça. Les gens suivent individuellement toutes les informations sur justement le climat, les choses qui ne sont pas faites et qu'on réclame aujourd'hui même d'ailleurs, et peut-être dans quelques heures, sur le recyclage, enfin tout ça. Je pense que vraiment l'édition est un milieu qui a été sensibilisé depuis très longtemps, qui est fortement attaqué, souvent sur le papier, très vite. Bon, j'ai lu récemment quand même qu'on utilisait 2% du papier consommé en France annuellement. Le reste sont les encarts publicitaires, etc. Donc, et le papier hygiénique, et les sopalins et compagnie. On nous reproche aussi très souvent du coup le transport, enfin la pollution par les transports, puisque c'est vrai que quand on est obligé de fabriquer en Chine, nos livres prennent les cargos. Mais voilà, même quand vous fabriquez en Europe, malheureusement, vous commandez votre pâte à papier, elle vient de Scandinavie, ensuite elle va être fabriquée, découpée en France. Ensuite, vous devez quand même aller livrer votre papier chez votre imprimeur qui peut être en Vendée, c'est-à-dire à l'autre bout de la France. Et après, les camions remontent jusque dans la région parisienne pour rejoindre les entrepôts. Donc finalement, c'est vrai que l'un dans l'autre, dans la mesure où moi, c'est vrai, je veille non seulement à travailler avec des imprimeurs qui sont certifiés, dont on est sûr que les travailleurs sont bien traités, mais aussi je me fais fournir des papiers qui sont uniquement sur le marché local en Chine, des papiers chinois. J'essaye de trouver chaque fois des équivalences à nos papiers là-bas. Bon, j'essaye de mon mieux de circonscrire du coup le côté pollution et l'empreinte carbone, on va dire. Mais je pense pour le transport, enfin, c'est valable pour le papier, parce que nous, quand on imprime en Espagne, on achète le papier en Espagne. Quand on imprime en Italie, c'est pas en Italie, ça vient de Pologne en général. Enfin, on essaie vraiment de faire attention à tout ça. Quand on fait livrer les livres dans nos magasins avant qu'ils ne partent en librairie, on groupe le maximum d'exemplaires pour limiter le nombre de camions. Pour la Chine, on groupe quand même nos productions pour remplir des containers et pas
je vais faire partir des demi-containers, des quarts de containers, etc. Donc et tout ça, c'est encore une fois fait dans les fabrications. Donc il y a ça, plus ça, plus ça. Donc l'intégration, elle est intégrale. L'environnement, c'est assez simple en fait à comprendre. Et c'est pour ça, je pense que les fabricants des maisons d'édition étant des gens un peu terre à terre, c'est vous avez une urgence, pas une urgence. Une urgence, ça va vous coûter sur un plan environnemental. Vous arrivez à anticiper et vous n'êtes pas dans l'urgence, vous pouvez regrouper des livraisons comme on en parlait. Bah, tout de suite, ça ne fait plus qu'un seul camion, mais c'est aussi moins d'argent de consommer. C'est moins de tension dans l'entreprise. Donc, l'environnement, on peut en parler sur les problématiques de certification, etc. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est dans la maison, il suffit de se poser les bonnes questions. Plutôt que de me faire courir, donne-moi les éléments à temps, au lieu d'envoyer un avion de Chine, parce que les maquettes, parce que le graphiste a donné les fichiers un peu en retard, et qu'on est obligé de faire des maquettes et qu'on est obligé de les faire ramener par avion, bah non, ça peut partir par d'autres biais. Donc il y a l'environnement qui est la certification, et il y a le comportement des uns et des autres dans la chaîne graphique qui peut améliorer les choses, et on y travaille parce que c'est un coût au final. Plus de transport, c'est plus cher. Justement, est-ce qu'on a une idée du coût de la fabrication dans le prix d'un livre? Quel pourcentage ça représente à peu près toute la partie fabrication en intégrant tout ce dont vous venez de parler? Ça dépend. Ça dépend. Et parce qu'il n'y a pas un livre, il y a des livres. Si vous parlez d'un livre pour enfants avec, je sais pas moi, de l'électronique embarquée, des piles, des ceci, du son, ainsi de suite, et vous parlez d'un livre de poche, qui lui-même a déjà été travaillé parce que c'est pas un inédit puisque c'est une reproduction d'un livre grand format. C'est extrêmement variable. Donc non, ça dépend. Compliqué. Nous, on se plaint beaucoup de ça parce que justement, nous, fabricants, j'entends, parce que justement, le livre couleur, et plus vous allez vers le livre objet, le livre animé, plus il va coûter cher à la fabrication, voire même si on cherche des papiers un peu spécifiques, des papiers de création, pareil, on va devoir investir dans les matières premières. Et le marché de la jeunesse, en fait, récuse l'idée d'un beau livre jeunesse. Donc on n'a pas le droit de dépasser 25 €. Donc ça fait aussi partie des contraintes que l'éditeur va nous donner, ou l'éditrice va nous donner dès le départ. Attention, là on est sur un marché, même si vous faites un livre à système, ne dépassez pas 25 €. Et aujourd'hui, on en est quand même particulièrement pour le livre pop-up à de préférence faire des versions plus luxe parce qu'on n'arrive pas à réimprimer. Donc on décide, tiens, par exemple, l'ABC 3D de Marion Bataille, qui a connu beaucoup de succès, qui est un abécédaire magnifique où chaque lettre est un système. Aujourd'hui, on ne peut absolument plus le faire au même prix. Et plutôt que de l'abandonner, parce que renoncer ne fait pas partie de notre vocabulaire, eh bien, on est en train de penser peut-être à une version plus luxe, avec un coffret, avec un gaufrage supplémentaire, qui justifierait le fait qu'on le vende plus cher. Alors, moi, je dirais que c'est un peu pareil. Chez Nathan Jeunesse, on a plutôt une démarche, j'allais dire, pas truc et astuce, mais pas très loin. C'est-à-dire que et c'est là que le fabricant prend vraiment aussi toute son ampleur de conseiller. Et que justement la connaissance technique, l'enrichissement personnel qu'il a au contact du monde extérieur et de la curiosité dont tu parlais, amène bien souvent à modifier des projets pour les rendre souvent, alors nous on le trouve évidemment, parce que ça vient de chez nous, plus intéressants, avec deux, trois petites astuces qui permettent de rester dans des coûts tout à fait potables, on va dire, pour l'éditeur, et voire même de développer parfois des collections. On a des collections de livres animés. On a travaillé même directement avec des imprimeurs chinois pour comprendre exactement comment ça pouvait fonctionner chez eux, comment on pouvait optimiser certaines choses, comment on pouvait utiliser moins de papier, moins de choses, et on arrive en fait à développer, j'allais dire, des gammes de prix de fabrication là-dessus. Mais c'est pas du pop-up. Le pop-up, c'est à chaque fois ce que nous on appelle un one-shot spécifique, donc c'est pas tout à fait la même chose.
Alors avant de passer la parole au public aussi, qui a peut-être des questions, je l'espère, à vous poser, on va récapituler peut-être les qualités qu'il faut avoir pour être fabricant. J'ai noté qu'il fallait être curieux, têtu, aimer convaincre et conseiller, et être terre à terre. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui vous viennent? Alors moi, je me permettrais de dire pas têtu, coriace, peut-être, opiniâtre, sûrement, mais têtu, non, parce que dans le têtu, il y a cette notion de ne pas changer d'avis. Le fabricant a une très grande capacité à se remettre en question en permanence. Donc, il n'est pas têtu. Merci pour cette précision. Je rajouterais qu'il faut être passionné. Ça change tout le temps. Il y a beaucoup de stress. Il faut être aussi en capacité de gérer le stress parce que vous êtes en permanence entre le marteau et l'enclume. Donc il faut se remettre en question. Donc ça, c'est toujours des zones de doute et de stress. Jusqu'où je vais et où ce que je sais pas, ce que je sais, ce que j'accepte de prendre comme risque ou pas. Choisir un fournisseur, choisir une matière, choisir une techno, c'est toujours un risque. C'est toujours une crainte. Nous en tant que fabricants, nous déléguons notre responsabilité à un fournisseur. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On appelle ça un bon de commande ou ce que l'on veut. Mais derrière, on délègue notre responsabilité de produire un livre que nous avons pensé, imaginé avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec une équipe éditoriale, avec un créatif. On la délègue à quelqu'un qui est loin, parfois très loin, qui parle parfois pas de notre langue et qui doit retraduire tout ça. Et c'est nous qui allons être jugés au final. Parce que c'est nous qui avons fait les choix. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que la qualité première d'un fabricant ou d'une fabricante, c'est quand même de travailler en bonne intelligence avec les autres, quels qu'ils soient. Et justement, ce que tu évoquais tout à l'heure, le savoir-faire et le savoir-être, c'est deux choses complémentaires, on va dire, parce qu'on ne s'adresse pas en effet de la même façon à un fournisseur, à un éditeur, pour ma part à un ingénieur papier, puisque pour faire des livres pop-up, il fait aussi ce corps de métier. Voilà, on va coordonner aussi différents corps de métier, et après c'est se montrer solidaire, c'est-à-dire moi je suis avant tout solidaire de l'éditeur parce que voilà, j'ai son projet à défendre, les intentions de l'auteur à défendre, mais auprès de l'éditeur je vais vraiment me faire l'avocat de l'imprimeur et essayer bien entendu d'aplanir éventuellement les litiges ou les difficultés. Et à côté de ça, bien entendu, la qualité majeure du fabricant ou de la fabricante, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, plus vous anticipez et plus vous évitez justement de vous retrouver dans des situations difficiles de tension et de stress. C'est pas toujours facile. Hein. Non, moi j'ajouterais qu'il y a quand même une porosité qu'il faut connaître entre la vie professionnelle du fabricant et sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'un fabricant est une personne qui professionnellement déjà a appris à apprendre tout le temps. C'est-à-dire que quand on travaille avec un ingénieur papier pour la première fois, on absorbe ce qu'il nous donne aussi pour comprendre ce qu'il se passe et on s'en resserre pour le prochain bouquin ou pour même carrément un autre bouquin. Quand on va voir un spectacle, quand on passe dans la rue, quand on regarde on va voir une exposition, on se nourrit de tout ça, on le digère et on le ressort en fait dans notre métier. Et je pense que ça, c'est très très important de savoir que la richesse personnelle du fabricant est aussi celle qui fait sa richesse professionnelle. De la même manière que quand on fait un projet, on le regarde sous toutes ses coutures et on n'imagine pas un seul scénario de livre fini à la fin, mais parfois 5 ou 6. Parce que, et si on ajoutait ci, si on enlevait ça, si on modifiait ce petit élément. Et donc, on a souvent beaucoup de formes de livres en tête avant même qu'un quelconque projet arrive chez nous. Mais sur chaque projet, on a toujours quelque chose à apprendre. Et je pense que ça, c'est aussi une qualité importante, c'est qu'il faut savoir être une éponge et savoir apprendre. Justement, au niveau de l'apprentissage, est-ce que, Alix, vous nous avez dit que vous avez appris au fur et à mesure de vos expériences professionnelles, mais est-ce qu'il existe des formations quand même spécifiques au métier de fabricant dans l'édition ?
Essentiellement oui, je pense. l'école Estienne et l'Asfored déjà. Après, il y a aussi les Gobelins, bien sûr, oui, qui forment à l'image, justement. Pascal le disait tout à l'heure. Et voilà. Et sinon, il y a aussi des formations universitaires, des formations courtes ou des formations longues. Donc, il y a de quoi faire aujourd'hui. Et le terrain, c'est aller se déplacer chez les fournisseurs, assister à des calages, aller voir la fabrication, essayer de rencontrer les gens, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils comprennent ce qu'on leur transmet comme information. C'est de l'échange. Il faut savoir que nos métiers, on a un certain vocabulaire technique, mais imaginez décrire une couleur, une matière au téléphone. Vous faites comment? Et bien là, vous apercevez que le vocabulaire, même français, qui est très riche, il est très pauvre. Très pauvre. Et donc, il faut avoir cette capacité à créer un lien spécifique avec la personne qui est en face de vous, qui va comprendre jusqu'à votre attitude. Et moi, je sais qu'avec les fabricants et mes chefs de fabrication, je leur demande de comprendre l'attitude. Quelqu'un qui vous parle en s'avançant vers vous, quelqu'un qui croise les bras et qui se protège quand il commence à vous parler. Ça veut dire quelque chose. Donc il y a les mots, il y a les attitudes, il y a les compréhensions. Et ça, le fabricant doit être en capacité de le traduire après techniquement avec peu de mots souvent. Oui, dans les choses que je veux absolument dire aux jeunes fabricants et fabricantes, surtout n'hésitez pas à prendre votre téléphone, parce que des fois, je vois, c'est surtout des échanges de mails, parce que c'est sûr, quand on a une trace par mail, bien entendu, c'est plus sûr, mais néanmoins, le lien, justement, le contact avec la personne, effectivement, se déplacer quand c'est possible, c'est toujours un plus. Vous voulez un conflit? Écrivez. Vous voulez résoudre un problème? Échanger de personne à personne. Il n'y a rien de mieux. Moi, je sais que l'endroit où on crée le mieux, vous savez c'est où dans une entreprise? La machine à café. C'est bête, hein? La machine à café. Deux personnes prenant un café en disant « dis donc ça, oh, c'est génial. Oh, mais j'ai envie de le faire. » Vous avez tout gagné. Vous allez dans une réunion, vous réunissez, tout le monde se prend une posture. Alors lui, il est chef de, lui, il doit faire ci, lui, il est ceci, lui, j'ai pas envie de lui parler. Vous sortez de la réunion, flop total. La machine à café et avoir envie, créer des relations avec vos équipes, avec vos collègues, avec vos fournisseurs. Des vraies relations humaines. Et c'est pour ça que je parlais de passion. Parce que si on arrive à se transmettre cette passion-là, on est capable de plein de choses. Même si on pèse que 5 à 6% des industries graphiques en France et du papier en France consommé. On avait tout à l'heure la question de en quoi notre métier est-il moderne. Aujourd'hui, c'est en ça qu'il est moderne. C'est que la relation humaine directe, aujourd'hui, c'est moderne. À côté du mail froid qui est sujet à interprétation de tout et de rien et qui laisse seul sur son poste de travail. Ça, c'est une grande modernité de notre métier aujourd'hui. Et là, puisqu'on est dans le contact, on va laisser la parole au public pour leur proposer de vous poser des questions aussi directement qui pourraient compléter cette table ronde. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? On peut vous apporter un micro. Si vous avez un point, voilà. Je prends un micro. Merci. Agnès Forte, je viens des éditions Prosveta. J'ai une question parce que... Est-ce que vous m'entendez? Vous avez parlé des livres imprimés et numériques, mais vous n'avez pas mentionné les audiobooks ou les livres lus. Est-ce qu'ils se produisent à l'intérieur de vos services de production? Alors, il y a deux choses. Il y a la production du son, le master. Donc là, il y a des studios. En général, c'est géré par les éditeurs avec des studios spécifiques dédiés à l'audio. Et ensuite, oui, ce sont nos équipes qui faisons la production. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup du CD, mais ça verrait que ça va certainement changer. Donc, on a des CD, on a de moins en moins de fournisseurs. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, des fournisseurs qui disparaissent. Bien, voilà, les presseurs de CD, il y en a de moins en moins. Donc, on fait des pochettes. C'est vrai que l'audio, aujourd'hui, pèse 50% du numérique. On parle de 5% de chiffre d'affaires du numérique, mais l'audio, c'est vrai, est en train de monter de façon extrêmement importante. Mais donc oui, on le produit, mais on récupère souvent les masters. C'est fait avant avec des acteurs et autres. Merci.
Je voulais juste ajouter qu'effectivement, nous aussi, on fait de moins en moins de livres avec des CD, mais que par contre, on va intégrer dans nos livres des flash codes, vous voyez, des QR codes, et avec une application, justement, on a une collection qui s'appelle Histoires animées, justement, où vous pouvez lire le livre tel quel, c'est un tout carton, mais si vous passez avec l'appli dessus, vous allez voir une animation. Et on n'a plus besoin à la fois sonore et visuel. On n'a plus besoin de passer par un support matière, on va dire. Merci. Y a-t-il une autre question sur les métiers de la fabrication? Oui, devant. Bonjour, moi je m'appelle Charlotte et je suis en Master 2 à Villetaneuse. Et j'ai une question, vous parliez tout à l'heure des tendances au niveau du numérique, que le numérique se développe de plus en plus, mais vous n'avez pas l'impression aussi que les textures, les matières et tout ce qui est graphique se développe de plus en plus justement pour aller contre le numérique, et qu'aujourd'hui notamment le livre de poche devient vraiment un objet à part entière, alors qu'avant il ne l'était pas, et on joue beaucoup sur la couverture et les ornements et les reliures et autres. Alors moi je pense vraiment pas qu'il y ait de livres papier contre le numérique, que ce sont deux choses différentes. Sur la question du livre de poche, on a très à cœur en France, sur les livres, de faire un beau produit, un vrai objet. Et je pense que de la même manière, plus ça va, plus on a à cœur de faire un vrai produit numérique aussi. Donc vraiment, l'opposition, je ne crois pas... Enfin, elle a pu exister peut-être quand on ne savait pas encore très bien manier le numérique et qu'on faisait des trucs plus ou moins redondants ou sans intérêt par rapport à la version papier. Là, on fait vraiment des choses très différentes. Sauf, bien entendu, pour les personnes qui portent un handicap, pour lesquelles on fait des EPUB adaptés avec des descriptions, etc., qui sont normalement le reflet du livre adapté. Je pense que quand sur le livre du poche, on fait des belles couvertures et tout, c'est parce qu'on valorise énormément le texte aussi, et qu'on est capable, grâce à des évolutions technologiques aussi, de pouvoir embellir plus facilement et à des coûts qui sont plus acceptables pour les éditeurs qu'il y a encore quelques années. Mais je suis d'accord quand même que, moi j'ai l'impression de constater un revival du livre-objet quand même, et aussi même des éditeurs de littérature. Je voulais citer justement Monsieur Toussaint Louverture par exemple. On peut voir qu'y compris ses livres, ses romans, il a un goût particulier pour les papiers, il a des couvertures avec des gaufrages dessus, du papier, du carton craft. Enfin, vraiment, l'objet est soigné, ça se sent qu'il y a une recherche de ce côté-là. Et effectivement, des livres de poche, maintenant des livres cadeaux à l'époque de Noël, il y en a de très beaux. Donc je pense quand même qu'il y a eu une stimulation, on va dire. Et aussi au niveau du livre d'artiste. Je vois, nous, dans notre vivier d'auteurs, il y en a beaucoup qui, parallèlement aux livres, bien sûr, qu'on publie, qu'on édite et qu'on rend du coup disponible à des prix beaucoup plus modiques pour beaucoup plus de monde, eux-mêmes continuent de faire du livre d'artiste à 100, 200, 300 exemplaires, donc du coup à des prix quand même plus chers, et que parfois ils fabriquent eux-mêmes avec leur propre matériel, ils sont équipés de presse sérigraphique, ou voilà, il y a vraiment un goût pour ça. Oui, on a affaire à un objet culturel et qui se doit de durer dans le temps. Et on a un devoir, avec ce support, le papier, de porter cette œuvre. Et donc oui, il y a un vrai enjeu avec les nouvelles technologies qui arrivent, mais pas que, avec notre capacité aussi à les assembler. C'est pas simplement des technologies qui viennent bout à bout, on les assemble, on arrive à de très très belles choses à des coûts, à des prix abordables et dans des quantités aujourd'hui avec des matériels numériques, d'impression numérique, qui nous permettent de descendre à des quantités raisonnables. Et donc oui, il y a une capacité, il y a une volonté d'investir, mais c'est lié aussi à un marché qui est extrêmement dynamique. Donc c'est pas que la technique, c'est aussi le marché qui nous le demande, dans le sens où d'être présent en librairie avec plus de 60 000 nouveautés à l'année, sans compter tout le fond, c'est une vraie gageure. D'exister en librairie aujourd'hui, il faut
faut avoir des forces de vente, mais il faut avoir de bons ouvrages, de bons auteurs, de bonnes marques, etc. Et oui, le fait d'utiliser correctement le bon papier, le bon format, la bonne collection pour la bonne œuvre, pour le bon lecteur, il faut être de plus en plus expert dans chacun de nos domaines d'activité. On va rester là-dessus parce que malheureusement, notre temps de parole est écoulé. Merci à tous les trois d'être intervenus sur le métier de la fabrication. C'était vraiment passionnant. Et surtout, un grand merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Je vous invite à découvrir tous les beaux livres dont nous avons parlé sur les stands des éditeurs. Voilà. Bon salon à tous et bonne journée.